Brodio. Vous êtes sur le point d'écouter le 4e épisode de la série Deux grands-parents, une série produite et réalisée par Brodio. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à aller écouter Papillon Noir et Privilège de Poilu, les premières et deuxièmes parties de ce récit. Avant de commencer la suite et fin de cette histoire, je tenais à remercier tous ceux qui nous écoutent. Avec Benjamin, on se connaît depuis le collège et on ne s'était jamais imaginé qu'un jour on créerait Brodio et qu'on se mettrait à raconter des histoires. La saison 1 de Deux grands-parents était un peu un crash test pour nous. Savoir si on était capable de transformer de vieux documents en belles histoires et faire revivre un peu les souvenirs de mes grands-parents. Beaucoup d'histoires restent à raconter dans nos documents. Des histoires qui donneront lieu à une saison 2, dans laquelle nous aimerions aussi raconter les récits de vos grands-parents. Si le temps leur a glissé dessus et qu'ils souhaitent nous raconter leurs histoires, c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité qu'on pourrait venir percevoir leurs témoignages. Pour les absents ayant laissé une trace, vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse mail brodio.podcast@gmail.com. L'adresse sera dans tous les cas dans la description. Envoyez-nous les témoignages, mémoires ou carnets de vos anciens pour essayer de transformer leur mémoire en histoire. Un épisode entier leur sera dédié. École du soldat. Célestin Blot, soldat français privilégié, réussit encore à éviter la mort après 2 mois de tranchées et de bataille dans la région de Soissons. Épuisé, démoralisé et dysentérique, ce poilu résiste tant bien que mal aux horreurs des combats et à ses pensées noires, grâce à l'espoir d'un jour retrouver sa fille. Après une canonnade intensive à 19 km de là, voilà Célestin et l'ensemble de sa compagnie revenus dans ce qu'il reste de Soissons. L'automne est là, et en 1914, l'hiver n'attendra pas. Vendredi 9 octobre. Mauvaise nuit. Une odeur affreuse toute la nuit. Je n'insiste pas là-dessus. Et puis bien froid. Et ce n'est pas fini. La saison ne fait que commencer. Ce matin à 9h, nous avons pu dormir 2 heures en 2 séries. Nous étions en arrière-garde. Dimanche 10 octobre. Nous sommes partis dans les tranchées en avant de Cuffy. Nous voyons les Allemands à 150 mètres. Nous ne pouvons pas nous allonger, ni remuer, fumer, parler. Rien. Défense absolue de dormir la nuit et seulement 2 heures le jour. Et il fait froid. Et il pleut. Nous prenons la faction une demi-heure à 50 mètres en avant de la tranchée. Et à chaque relève, nous essuyons le feu des Allemands, avec défense de répondre. Dimanche 11 octobre. Toujours aux tranchées. Lundi 12 octobre. Toujours aux tranchées. Mardi 13 octobre. Toujours aux tranchées. Mercredi 14 octobre. Nous sommes relevés de la tranchée à 1h du matin et nous refaisons le chemin jusqu'à Pernan. Nous arrivons juste pour prendre la garde aux issues à Le Ménil, faubourg de Pernan. Je n'en puis plus, je grelotte, et puis nous manquons de repos. Jeudi 15 octobre. Nous sommes toujours de garde aux issues. Nous n'avons pas été relevés et nous ne sommes que 4 hommes et un caporal. Toutes les 3 heures, 1 heure de faction. J'en ai des crampes. Vendredi 16 octobre. Nous sommes relevés après 59 heures de garde et 2 heures après, nous allons à l'exercice. On nous apprend à marcher, demi-tour, etc. École du soldat. L'exercice s'arrête parce que les obus nous tombent dessus, les Allemands nous ayant vus. Samedi 17 octobre. Nous prenons les avant-postes. Dimanche 18 octobre. Nous partons des avant-postes pour retourner aux tranchées en avant de la grotte, en dessous de Vauxreau, faubourg de Soissons. Nous retraversons l'Aisne à Soissons, à 3 heures du matin, sous les obus toujours. Lundi 19 octobre. Tranchée. Pluie. Froid.
Mardi 20 octobre. Tranchée. Pluie. Froid. Mercredi 21 octobre. Tranchée. Forte pluie. Gelée blanche. Jeudi 22 octobre. Relevé des tranchées avec des pertes, cimetière que nous fabriquons, fleurs, et nous fabriquons des casemates. Nous entendons les Allemands à 20 mètres. Nous avons beaucoup de pertes en 4 jours. Vendredi 23 octobre. Nous sommes toujours à Vauxraux. Nous recevons les boucliers que nous allons chercher à Soissons. Sous les obus et les balles, nous sommes renforcés par des territoriaux. Le premier jour de leur arrivée, ils sont tués et 39 blessés. Les pauvres bougres. Quelle chance me poursuit. Pourvu que cela dure. Sans la fatigue, l'égratignure des trypanies, ma dysenterie aiguë et une bonne bronchite que j'ai en ce moment, je suis encore favorisé. Samedi 24 octobre. Nous rentrons à Pernan. Nous arrivons pour prendre les avant-postes. Je suis au poste d'écoute à 10 mètres de l'Aisne, à hauteur de Pernan. Nous voyons les factionnaires allemands et les entendons siffler et chanter. Les balles sifflent sans arrêt au-dessus de notre champ de betteraves et défense pour nous de tirer. Dimanche 25 octobre. 24 heures sans sommeil. Nous sommes partis à 4 et à la relève, nous en ramenons un des nôtres sur 2 fusils, une balle dans la cuisse. Mon bidon est encore percé et ma marmite est trouée dans mon sac. Je m'en suis aperçu au moment de faire la soupe du soir. Nous partons à 1h du matin. Lundi 26 octobre. Nous quittons les avant-postes pour prendre la garde au château. Encore 24 heures de veille. On en crèvera si cela continue. J'ai une bonne bronchite et impossible d'avoir de la teinture d'iode. Mardi 27 octobre. Nous sommes relevés du château et nous partons à la ferme Canivet, c'est-à-dire à 10 mètres de l'Aisne. Nous voyons les Allemands à 30 mètres. Nous les entendons parler et tousser. Et certainement eux aussi nous entendent. Le soir, 2 tués et 11 blessés à la compagnie. Les 2 tués sont des territoriaux. Pauvres bougres. Mercredi 28 octobre. Nous sommes relevés à la ferme et nous rentrons pour la garde aux issues. Encore. Jeudi 29 octobre. Nous sommes toujours aux issues et la chance m'a encore favorisé. La ferme Canivet où nous étions est canonnée. La 20e qui nous a remplacés descend dans la cave et y laisse 23 hommes tués et 39 blessés. Le général de division Leugnet, qui trouvait que nous n'allions pas assez vite, a voulu leur montrer le chemin des tranchées allemandes et se fait tuer d'une balle dans la tête. Vendredi 30 octobre. Nous repartons pour Cuffy. Notre capitaine de Lavaux nous quitte, n'en pouvant plus. Il est remplacé par un lieutenant arriviste qui ne me dit rien de bon. Comme entrée de bienvenue, il nous a dit qu'il fallait marcher, que sur le moindre signe de défaillance, il nous brûlerait la cervelle. C'est bon signe. J'ai omis de dire que depuis hier, nous sommes remis à l'effectif par des territoriaux. Les pauvres bougres. Les pauvres étaient si tranquilles à Rodez. Des hommes de 40 ans passés. On nous fait faire l'exercice quand par hasard nous avons un moment de libre. Nous apprendre l'école du soldat. C'est un peu abusif. Il est vrai que nous avons un nouveau commandant aussi, et un nouveau caporal, Charles, qui remplace Delporte. Samedi 31 octobre. Nous partons pour Cuffy, au lieu de partir hier. Nous repassons l'Aisne par Soissons. Dimanche 1er novembre. Mauvaise journée. Laco nous a fait attaquer le petit bois qu'occupaient les Allemands. Nous l'avons pris avec une perte de 10% au moins. Triste Toussaint. Lundi 2 novembre. Nous faisons des tranchées en limite du bois. Les marmites commencent à pleuvoir. Des balles et des obus comme je ne l'avais pas encore vu.
Mardi 3 novembre. Même position. Nous ne dormons pas. Les Ross nous mènent la vie dure. Ils regrettent leur petit bois et le font voir. Le caporal est blessé. Je fais fonction de chef d'escouade. Je relève les sentinelles d'heure en heure. Je ne puis bouger de place. Plusieurs prises d'armes. Encore des marmites. Encore des tués et des blessés. Mercredi 4 novembre. Aujourd'hui, nous avons encore fait une sortie. Mauvaise pour nous. Nous avons pris la tranchée à 20 mètres de nous, mais il y a déjà du dégât parmi les nôtres. Surtout à la baïonnette. Il y en a toujours. La chance qui m'a sauvé cette fois, c'est d'être tombé dans les fils de fer barbelés. À part les mains un peu abîmées, mais bah, ce n'est rien. Et aujourd'hui, un coup dur de passer. Jeudi 5 novembre. Nous sommes dans les tranchées que nous avons prises hier. Mais c'est à peine tenable. Vendredi 6 novembre. Nous rentrons enfin à Pernan, relevés par les troupes noires. Ici, nous arrivons pour les avant-postes. Mauvaise journée qui se prépare. Nous rentrons avec des pertes de 77%. Samedi 7 novembre. Oh, la mauvaise nuit. Les Allemands ont attaqué à droite et à gauche de notre poste. Et le lieutenant Cohen a envoyé l'adjudant Marguillet avec 2 hommes, Murgeon et Blot. Je commence à la trouver mauvaise. Nous partons tous 3 avec mission de savoir ce qui se passait. 500 mètres plus loin, nous tombons sur une patrouille allemande. Et il a fallu se défendre. Nous passons en rampant, et nous arrivons à faire 3 kilomètres de poste en poste pour arriver aux Anglais. Nous apprenons ce que nous voulions savoir, mais il fallait rentrer. Bref, après bien des ennuis, nous réussissons à revenir à bon port. Dimanche 8 novembre. Nous sommes relevés et nous prenons la garde aux issues de la Fermillet. Entre-temps, il a fallu me réparer ma capote en attendant de me la changer. J'ai des pièces rouges et noires. C'est joli. Lundi 9 novembre. J'ai une belle capote, toute neuve. Nous sommes relevés des issues pour reprendre le château de Pernon. Mardi 10 novembre. Nous avons un nouveau caporal, l'Ange. Le lieutenant voulait pour la 3e fois me faire passer. J'ai refusé pour bien des raisons. Nous devons repartir demain pour Cuffy. Cet après-midi, nous sommes allés à l'exercice. Mercredi 11 novembre. Nous partons aux tranchées de Cuffy, relever la 204, sous la mitraille et les obus, et on manque les arrivants. Nous allons en avant de la ferme de la grotte. Jeudi 12 novembre. Toujours aux tranchées. Il tombe de la neige pour la première fois un matin. Il neige. Vendredi 13 novembre. Toujours aux tranchées. Beaucoup de pertes. Marmite. Il gèle. J'ai les pieds morts. Nous prenons la faction en avant des tranchées, à plat ventre, 4 heures sans bouger. Je ne peux plus me relever. Je rampe sur mon ventre pour reprendre la tranchée. Quel froid il fait. Samedi 14 novembre. Toujours aux tranchées, le poste le plus avancé, à 20 et 40 mètres des Allemands. Dimanche 15 novembre. Toujours aux tranchées, beaucoup de pertes. Coup dur, sortie. Il en manque. On les enterre. Lundi 16 novembre. Toujours aux tranchées. Je ne suis pourtant pas un lâche, mais je souffre tant que si la gosse n'était pas là, je ne sais pas ce que je ferais. Et puis je tousse beaucoup ces jours-ci. J'ai froid dans les os. Mardi 17 novembre. Toujours aux tranchées. Que je souffre. Mercredi 18 novembre. Toujours aux tranchées. Ah, malheur. Quand est-ce que cela finira, ma pauvre gosse ? Jeudi 19 novembre. Nous prenons les avant-postes, en avant de Pernon. Les obus depuis le commencement jusqu'à la fin. La bicoque où nous sommes est en flammes. Nous descendons dans la cave, mais bientôt, il faut s'en aller. Nous restons dans le fossé au bord de la route. Vendredi 20 novembre.
Nous restons dans la même position. Impossible de nous relever. Samedi 21 novembre. Le pont de bois de Soissons est sauté. Nous restons toute la nuit et le jour en tenue d'alerte, attendant les Allemands d'un moment à l'autre. Dimanche 22 novembre. Même position. Nous sommes morts de froid et de fatigue. Il nous arrive 40 territoriaux par compagnie, car il en manque beaucoup encore. Lundi 23 novembre. Nous rentrons pour prendre la garde aux issues. Ah bon Dieu, c'est trop. Cela ne pourra pas durer encore tout l'hiver, car je ne le supporterai sûrement pas. Mardi 24 novembre. Nous partons aux tranchées à Vauxhall. Mercredi 25 novembre. Nous sommes aux tranchées depuis cette nuit, et cela ne va pas. Ma laryngite m'a repris. Je ne puis plus parler. Du tout. Jeudi 26 novembre. Je me suis fait porter malade ce matin. Remis un sifflet pour pouvoir siffler, ne pouvant appeler. On parle d'une sortie pour demain. Les Allemands nous arrosent de marmites. Et aussitôt qu'une tête passe, l'homme tombe. Gare les sentinelles. Vendredi 27 novembre. Toujours aux tranchées. Nous avons un temps épouvantable. Une sortie pour cette nuit, et je suis désigné pour sentinelle avancée. Samedi 28 novembre. Ouf, ça a été un moment dur, et nous avons été obligés de rentrer d'où nous sortions, avec beaucoup de pertes. Encore rien. Quelle chance. Dimanche 29 novembre. Toujours aux tranchées. Il pleut de tout cette fois. Et il gèle. Lundi 30 novembre. Toujours aux tranchées. D'être immobile dans les trous, j'ai eu les pieds gelés. Je souffre beaucoup et peux à peine marcher. Mardi 1er décembre. Nous partons pour Pernan. Nous prenons les avant-postes à la ferme Canivet. Je suis de poste d'écoute. Mercredi 2 décembre. Le lieutenant veut que nous traversions l'Aisne pour faire quelques prisonniers. Qu'arrivera-t-il ? Jeudi 3 décembre. Nous avons essayé de traverser l'Aisne. Nous avons bien embarqué, mais nous n'avons pas pu atterrir de l'autre côté. Pour cette raison, suppression à la compagnie de tout supplément à l'ordinaire. Vendredi 4 décembre. Profitant d'un moment, je me suis déchaussé, chose assez rare. Une surprise m'attendait. Les ongles de mes pieds se détachent tout seuls. Quand je me déchausse, je n'ai plus qu'un ongle de pouce droit, et il tient à peine. Samedi 5 décembre. Nous repartons en tranchée au petit bois que nous avons pris l'autre fois, et qui nous a coûté si cher. Et du reste, la position est très mauvaise pour nous, car nous y perdons du monde à chaque fois, étant trop près des Allemands. Dimanche 6 décembre. Toujours aux tranchées. 48 heures que nous ne dormons pas du tout. Nous sommes en alerte. Lundi 7 décembre. Toujours au même endroit. Et nous tombons de sommeil et de froid. Un bon camarade, Doussin, qui restait encore du départ de Coulommiers, est tué à mes côtés. Je le transporte à l'arrière avec un autre. Dans un mois, au train où cela marche, il n'en restera plus un seul. Du départ, nous restons à 4 sur les 60 et sommes privilégiés. Mardi 8 décembre. Mauvaise journée. Nous avons changé de poste pour prendre la barricade de la route de Soissons, et dans le jour, nous avons pris les postes de guetteurs à 2, de façon à dormir 1 heure sur 2. Mais je n'ai pas pu dormir car j'ai été chargé de faire une souscription pour les couronnes, et entre-temps que je guettais, je me suis promené d'un bout à l'autre de la tranchée, et ça sifflait dur. Bref, résultat, 44 sur 50. Mercredi 9 décembre. Je joue de Déveine. Cette nuit, j'ai été chargé de faire une patrouille en avant des tranchées. Un sergent, un caporal et 3 hommes. Nous devions aller attaquer un petit poste à 400 mètres de là, mais nous n'avons pas pu aller plus loin que 350 mètres, car cela pleuvait trop fort. Et pourtant, nous faisons de la marche d'Indiens. Nous sommes rentrés 4 heures plus tard, et c'est quelque chose de rester 4 heures à 350 mètres d'une tranchée sous un feu continu. En revenant, nous n'étions plus que 3. Le sergent blessé,
le caporal et moi. Les 2 autres étaient tués et impossible de les ramener. Rapport au réseau de fil de fer. Cependant, le lieutenant a daigné me laisser me reposer le reste de la nuit. J'étais mort de fatigue. Mais quelle veine malgré tout. Jeudi 10 décembre. Toujours au tranché. Temps affreux, pluie froide, vent furieux et tout le restant. Nous sommes couchés dans l'eau. Vendredi 11 décembre. Toujours au tranché. Cette nuit encore du nouveau. 2 casemates se sont éboulés par le travail de la terre mouillée. Résultat, 2 malheureux à moitié étouffés que nous avons pu réchapper en leur dégageant la tête aussi vite que possible. Et 2 morts étouffés par la terre et le manque d'air. Les pauvres bougres, tout s'en mêle. Quant à moi, je commence à ressentir mes douleurs dans la cheville gauche. Samedi 12 décembre, toujours au tranché. Je commence à en avoir assez de toute cette vie-là. Je ne suis pas découragé, mais je sens que cela ne va pas tarder. J'ai beau me remonter par mes pensées de ma gosse et de ma femme, mais je n'en peux plus. Dimanche 13 décembre. Nous rentrons à Pernan. Le pont de Soissons est encore sauté et les obus n'arrêtent pas sur la ville, depuis 12 jours. Si cela continue, il n'y aura plus une maison debout. Nous prenons les avant-postes à la ferme brûlée l'autre jour. Je suis homme de liaison et je trotte toute la nuit sous les balles, comme toujours. Je n'en peux plus. Lundi 14 décembre. Nous sommes relevés de la ferme brûlée pour aller faire des tranchées autour de Mersin. Quelque chose se prépare ici. Demain, je risque le coup. Je me fais porter malade. Mardi 15 décembre. Je m'en doutais. Ma pauvre Jeanne qui me dit de me faire porter malade, je l'ai fait. Résultat, j'ai manqué de récolter 8 jours de prison et je récolte 8 factions supplémentaires. Ah oui, je les accepte ces factions. J'y trouverai peut-être le grand repos. Nous partons aux avant-postes, ferme Beauchamp et poste Croix-Nivert. Mercredi 16 décembre. Nous sommes toujours à Croix-Nivert. Il a fait un temps épouvantable toute la nuit et tout le jour. Nous prenons la garde aux issues ce soir. Et entre-temps, nous posons des piquets et des fils de fer en prévision d'une attaque. Jeudi 17 décembre. Nous partons à Vauxreau. Nous faisons une sape, allant de notre tranchée à celle des Allemands. En plein découvert, sous la pluie et la mitraille. Il n'y fait pas bon. Vendredi 18 décembre. Même position et même travail toute la nuit. Samedi 19 décembre. Même position. Nous repoussons 2 attaques de nuit. Quelle dégringolade et quel froid. Dimanche 20 décembre. Même position, mauvaise et pas de repos. Lundi 21 décembre. Même position. On gèle et il pleut. J'en ai assez. Mardi 22 décembre. Nous sommes relevés. Nous allons à Pernan. Nous arrivons à 4 heures du matin. Nous restons dans la rue, faute de place. Mercredi 23 décembre. Nous prenons les avant-postes à Canivet. Il gèle, et 12 heures de faction sur place. Je ne peux plus tenir ni debout, ni couché. Que vais-je devenir ? Jeudi 24 décembre. Nous rentrons à Pernan. Triste Noël. Vendredi 25 décembre. Nous allons aux tranchées en avant de la ferme brûlée. Qu'est-ce que nous prenons ? Quelle nuit et quelle journée. Il en descend encore beaucoup. Samedi 26 décembre. Nous restons aux tranchées dans l'attente d'une attaque. Dimanche 27 décembre. Nous partons à la Montagne Neuve pour les tranchées. Une sortie était prévue pour cette nuit. L'artillerie balaie. On fait sauter les tranchées. On monte à l'assaut. On échoue et on rentre, laissant la moitié des hommes sur le terrain. Et quel temps! Plus une qu'on fouine debout. Tout est éboulé. On reste dans l'eau. Impossible de se coucher. Du tout. Lundi 28 décembre. Même position. Sans sommeil et sans repos. Mardi 29 décembre. Toujours de même. Nous n'en pouvons plus. Nous perdons notre caporal Barthelet. Grosjean le remplace.
Mercredi 30 décembre. Toujours de même. Nous n'en pouvons plus. Nous sommes affaiblis par 2 attaques successives. Jeudi 31 décembre. Pour nous réveiller un peu, nous descendons à Vauxhall. Notre sergent Colbet est cassé et remis soldat de 2e classe pour avoir sommeillé, remplacé par Hébert qui se fait porter malade en arrivant. Vendredi 1er janvier 1915. Triste journée. Futur temps froid. Pluie et tranchée. Samedi 2 janvier. Même position. Pose de fil de fer. Dimanche 3 janvier. Nous partons à Villeneuve-Saint-Germain. Nous prenons le poste de police. Lundi 4 janvier. Nous prenons les issues à cause de quelques cas d'ivresse. Exercice pour la compagnie. Je me fais porter malade pour mes yeux. Je vais à Vaubrin, passer la visite à l'hôpital de la division. L'oculiste me visite et me fait une ordonnance pour remettre au médecin de chez nous. En revenant, je déjeune à Soissons et je regarde l'ordonnance. Quelle surprise et quelle joie. Impropre au service armé. Je rentre tout joyeux. Mardi 5 janvier. Je comptais bien être évacué aujourd'hui. Tout marchait bien. J'allais enfin me reposer, et puis je pourrais en passant à Paris rester une journée entière. J'allais voir ma femme et ma gosse. Je partageais déjà mes affaires et me renseignais des heures des trains, quand notre vénérable docteur aux pilules me dit qu'il ne voulait pas que je parte, et que je serais employé à la compagnie, en service non armé. C'est déjà quelque chose, mais quel désenchantement. Et quel cafard. Mais je ne lâche pas, mais non. D'autant plus que cela ne va, mais pas du tout. Mercredi 6 janvier. Je suis toujours à Villeneuve-Saint-Germain. Et cela ne va pas mieux. Jeudi 7 janvier. Toujours malade. Vendredi 8 janvier. Nous partons pour Vauxhall. En arrivant, première sortie. Après une pluie d'artillerie pendant 2 heures, nous prenons une tranchée en avant de Crosny. Et malade comme une bête. Il pleut à torrent depuis le matin. Je suis encore enfoncé sous la terre. Samedi 9 janvier. Comment suis-je encore là? Je n'en sais rien. Ce n'est que des cadavres partout. On monte dessus pour sortir. Et les cris? Quel carnage! Dimanche 10 janvier. Sortie. Encore et toujours. Nous sommes sur un volcan. Des femmes sont dans les tranchées allemandes. Nous tuons tout. Quel triste aspect. Et le sergent Bonhomme est tué. Je viens de l'apprendre. Et combien d'autres? Les Marocains coupent les têtes avec une serpe. En sortirai-je? Lundi 11 janvier. La bataille continue. Une tranchée reste. Il faut la prendre. Coûte que coûte. Mardi 12 janvier. Je suis évacué sur Soissons. Villiers-Cotterêts. Attente. Nous partons pour Paris. Mercredi 13 janvier. Nous avons passé la nuit à Aubervilliers-Gare. Nous partons à 4 heures du matin. Reny-sous-Bois. Neuilly-Plaisance. Nogent-le-Péreux. Champigny. La Varenne. Sucy-Montménil. Valenton. Villeneuve-Saint-Georges. Draveil-Vigneux. Juvisy. Savigny-sur-Orge. Brétigny. Marolles. Bourret. Lardy. Chamarande. Étrechy. Étampes. Monnéville. Auberville. Boisseux. Orléans-les-Aubrais. La Ferté. La Motte-Beuvron. Vierzon. Argentan-sur-Creuse. Saint-Sébastien. Limoges. Nous avons dans notre compartiment 4 Allemands blessés. Nous sommes tous très bien soignés. J'ai dormi. Magendre. Saint-Germain-les-Belles. L'Approcherie. Masseret. Uzac. Gignac-Cressensac. Souillac.
Gourdon. Queue de tunnel. Cahors. Sépou. L'Albenou. Hoche. Jeudi 14 janvier. Nous arrivons à l'hôpital d'Auch à 9h du matin. Très bien soigné par tous. Hôtel Dieu d'Auch, dans le Gers. Entrée le 14 janvier 1915. Vendredi 15 janvier. Visite de l'oculiste. À compter de cette date, le carnet de guerre devient un carnet de route, celui d'un poilu démobilisé, qui va passer des mois à l'hôpital. Moins propice à la lecture, je me dois tout de même de vous raconter la suite de l'histoire de Célestin Blot. Évacué le 12 janvier 1915 du front, il arrive à l'hôpital 2 jours plus tard, le 14, et n'en ressortira pas avant 2 mois. Le 20 mars, il est redirigé vers un hôpital à Toulouse, où il restera 1 mois. Le 21 avril, il rejoint la 32e compagnie, au dépôt de Rodez. Logé à l'ancien séminaire, il continue d'être suivi et soigné, chambre 51, 17, 34, 37, puis est transféré sous la responsabilité de la 30e compagnie chambre 7, 47 puis 49. Le 27 mai, il entre à l'infirmerie du Foiral, où il restera cette fois-ci chambre 43 jusqu'au 15 août, avec de régulières visites de généraux et de différents oculistes. Transféré encore une fois dans un nouvel hôpital, le Major Hôpital Combarel, hôpital 21, il sera finalement classé auxiliaire et y restera comme infirmier. Le 17 octobre 1915, soit près de 10 mois après sa démobilisation, Célestin reçoit enfin son certificat, des mains du docteur Guidoni. Sur ce papier, qui clôt ce périple hospitalier, est inscrit « Kératite parenchymateuse et de légères atrophies du nerf optique de l'œil droit. La vision de cet œil est plus que nulle. Les accidents sont survenus à la suite de commotions par éclat d'obus. » Il obtient dans la foulée son certificat de réforme officielle. L'œil droit présente un trouble diffus de la cornée avec photophobie interne, larmoiement et congestion de la conjonctive. À l'examen ophtalmoscopique, on remarque une légère atrophie du nerf optique. La vision de cet œil est nulle. Les accidents sont survenus à la suite de commotions par éclatement d'obus. Le blessé accuse de plus en plus de violentes névralgies susorbitaires constantes et exagérées par l'effort. L'œil est douloureux à la pression et légèrement dévié. L'œil gauche est normal. Il sera maintenu auxiliaire jusqu'au 8 février 1916. Le 4 février, un courrier fait foi de sa réception de la Croix de guerre avec palme. La médaille militaire a été conférée aux militaires dont le nom suit. Blot Célestin Joseph. Matricule 017 551. Soldat au 276e régiment d'infanterie, 21e compagnie. Très bon sujet, plein d'allant et de courage, s'offrant toujours pour les missions périlleuses. Grièvement blessé le 2 janvier 1915. Perte de la vision de l'œil droit. La présente nomination comporte l'attribution de la Croix de guerre avec palme. Célestin Blot avait donc survécu, comme il le dit, en privilégié à la Grande Guerre. Embrassant chaque jour la mort, il l'avait attendue à chaque instant, finissant même par la désirer, en fou réconfort face à cet enfer. Mais la mort gagne toujours, et finit par remporter la partie le 3 juillet 1941. Ce n'est pas moi qui vais conclure cette histoire, mais mon grand-père, qui l'a déjà fait au travers d'un extrait de ses mémoires, que je vous lirai peut-être en intégralité un jour. Élevé par son propre grand-père, Célestin Joseph Blot, il raconte. La guerre de 14-18 lui avait valu bien des souffrances. Vous lirez peut-être ses carnets de guerre dans le registre de la branche Blot. La perte d'un œil par blessure et enfin une tumeur cancéreuse à la gorge avaient eu raison de lui. Un dernier coup du sort l'avait beaucoup frappé. En 1940, la France perdit sinon la guerre, du moins une bataille fondamentale. Les soldats allemands envahirent notre pays. Ils l'occupèrent durant 5 ans. Lorsqu'ils entrèrent dans Paris, au petit matin du 14 juin 1940, mon grand-père, qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits dans la crainte de cet événement, était accoudé à la fenêtre qui donnait sur la rue de Flandre. J'étais avec lui lorsque nous vîmes les premiers soldats en uniforme vert entrer dans notre ville, méfiants et menaçants à la fois. La douleur et les larmes de mon grand-père sont encore présentes en ma mémoire. Cet homme, qui comme tous ses camarades de 1914, avait tant souffert, tant combattu, et tant espéré que c'était la dernière fois qu'un tel conflit pouvait exister.
Cet homme avait sous les yeux la preuve que cela n'était pas vrai, que tous les sacrifices consentis lors des affrontements de 14-18 avaient été inutiles, que tout recommençait, inexorablement. Il est certain que ceci a accéléré sa mort. Il avait conservé de la précédente guerre un fusil allemand, un revolver, une baïonnette, et il fallut l'immobiliser et l'empêcher de prendre ce fusil pour tirer sur les soldats allemands qui passaient dans la rue à quelques mètres de nous. Bien sûr, le fusil fut démonté et jeté dans les égouts par mon père, avec le revolver et la baïonnette. C'est un souvenir très lourd que celui de la disparition de mon grand-père. Sa mort changea notre vie à tout point de vue. Ma grand-mère refusa de continuer à vivre dans ce grand appartement, vendit presque tous les meubles pour une bouchée de pain et trouva un appartement beaucoup plus petit, au 6e étage, donnant sur les toits de la gare de l'Est, 33 rue d'Alsace, dans le 10e arrondissement. J'ai vécu à cet endroit depuis l'âge de 9 ans, jusqu'à mes 28 ans. Cette fois, nous étions pauvres. Vous venez d'écouter le dernier épisode du Carnet de guerre de Célestin Blot. Merci du fond du cœur à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, et un immense merci à ceux qui ont écouté la saison 1 de Deux grands-parents dans son intégralité. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Suivez-nous sur Instagram pour rester au courant de nos futurs projets. Et si vous aussi, vous souhaitez nous confier les récits historiques des membres de votre famille, n'oubliez pas de nous contacter par mail sur brodio.podcast@gmail.com. Nos parents étaient de grands-parents. Brodio.